Puis tu sais, l'ironie de la chose, là, c'est que même si son salon porte son nom, qu'il y a des publicités dans le journal pour annoncer son salon, puis que c'est à son nom, encore une fois, ben à chaque fois qu'on parle d'elle dans les articles, on l'appelle par le nom de son mari. Parce que devant chaque grande femme, il y a toujours un homme qui lui fait de l'ombre. Il faut farfouiller, dépoussiérer, chercher pour qu'on puisse se le raconter, notre matrimoine. Parce que même si l'histoire a voulu les oublier, elles ont bel et bien existé. Ces femmes ont une histoire et un nom. Je m'appelle Valérie Deschamps, je suis professionnelle en matrimoine et conteuse. Je vous souhaite la bienvenue dans le balado Team Madame. J'ai commencé à travailler sur cette Team Madame-là, il y a quelque chose qui m'est revenu en tête. Les établissements vont être fermés jusqu'au 1er mai. C'était écrit dans le ciel, c'est maintenant officiel. François Legault serre aussi la vis un peu plus pour éviter les déplacements non essentiels. Les salles de restaurant, les salons de coiffure et d'esthétique, ainsi que les centres commerciaux devront fermer leurs portes jusqu'au 1er mai. La fermeture des salons de coiffure à cause de la pandémie. Je me souviens sur Zoom des repousses bien en vue puis surtout bien assumées, des crinières complètement en liberté. Je me souviens là, que certaines avaient pas mal hâte d'y retourner chez la coiffeuse, puis je sais là, que pour bien du monde, ben c'était important. Personnellement, là, moi, ben, mes cheveux ont leur propre gouvernement. Ça fait que j'y vais une fois ou deux par année, là, pas plus. On a l'impression qu'avec l'avènement des réseaux sociaux puis tout, la mise en pli de la couette, ben c'est plus qu'important, plus important même qu'avant. À travers mes recherches, j'ai vu que les coiffeuses et leurs salons, c'était autant sinon plus important à l'époque qu'aujourd'hui. Puis pas juste d'un point de vue individuel, là. Non, ça avait aussi une grande importance collective. Saviez-vous qu'aux Trois-Rivières, on a même déjà eu le Syndicat national catholique des maîtresses coiffeuses de Trois-Rivières et District? Ouais, je sais, c'est malade. Je pense que c'est ce que j'aime le plus de Team Madame. Trouver des affaires de même, puis vous en parler. Place à notre matrimoine avec l'innovante de la solidarité du cuir chevelu, Madame Gertrude Perrault. Avant de regarder un peu partout sur la vie de notre présidente de syndicat des maîtresses coiffeuses, parlons-nous de l'histoire de la mèche puis du métier de cellule qui l'entretient. Ça date pas d'hier qu'on fait confiance à quelqu'un pour nous crêper le chignon dans le sens du monde. Au Néolithique, on a trouvé quelques artefacts faisant office des traditions populaires capillaires qui existaient. Chez le peuple aztèque, à l'époque précolombienne, on coupait les cheveux selon les professions et l'appartenance au groupe. Les femmes, elles, s'enduisaient les cheveux d'onguents et de parfums. Les peuples africains, eux, réalisaient des coiffures complexes pour se distinguer entre eux, qu'ils soient longs, rasés, mi-rasés, mi-longs, un côté long, un côté rasé, tressés, des rubans, des bandeaux en peau d'animal. Pour ce qui est des premières apparitions de coiffeurs, ben ça remonte à l'Égypte ancienne. On a trouvé des traces de leur existence dans les bas-reliefs parlant de la vie quotidienne. Les coiffeurs opéraient plus souvent qu'autrement en plein air, à l'ombre d'un grand arbre. C'est presque romantique, cette affaire-là. Il y avait souvent avec eux des peignes, rasoirs, miroirs, pots de cosmétiques, des huiles, des onguents, parfums et boucles pour faire joli. S'ils faisaient pas leur travail en plein air, ben ils pouvaient être au service de plus riches, là, comme un autre domestique, par exemple. Ah, et c'était pas juste l'affaire des femmes, hein? On sait aussi que les hommes consultaient pour cacher la calvitie. Ouais, on utilisait déjà des colorations pour cacher les endroits où on trouvait qu'il manquait de cheveux. C'est pas un phénomène récent, là, se coiffer. Comme le dit Catherine Lavoie dans son mémoire, la coiffure, un passage culturel, le métier de la coiffure s'acquiert, se pratique, se transforme, se vit et s'orchestre selon les cultures, les modes et les normes. Au 20e et 21e siècle, c'est pas juste les modes capillaires qui ont changé. C'est le milieu coiffaturial au grand complet qui s'est vu transformer.
Le 20 avril 1934, c'est l'adoption de la loi relative à l'extension des conventions collectives de travail, qu'on appelle aussi loi des décrets. Cette loi-là, c'est l'initiative de la Confédération des travailleurs catholiques du Canada, la CTCC, ancêtre de la Confédération des syndicats nationaux, connue aujourd'hui sous le nom de CSN. D'inspiration européenne et unique en Amérique du Nord, c'est la première loi générale en matière de relations de travail. Ça, c'est 30 ans avant la création du Code du travail et 45 ans avant la loi sur les normes du travail. Hello, l'innovation! Essentiellement, cette loi-là vise à protéger les salariés d'une concurrence déloyale fondée sur les salaires et les autres conditions de travail. Autrement dit, ça établit des normes minimales de travail dans des régions et des secteurs donnés. OK, c'est bien beau tout ça, mais c'est quoi le rapport avec la coiffure? Attends, j'y arrive. Quand la loi a été implantée, elle touchait beaucoup de petites et moyennes entreprises de différents milieux, comme la construction, l'imprimerie et, les salons de coiffure. Voilà, bien joué. Quand je suis tombée sur cette information-là, je suis littéralement tombée en bas de ma chaise. Le dernier décret de cette loi-là a été actif au Québec jusqu'en 2020. Ouais. C'est dans la région de l'Outaouais la dernière place que le décret était actif. Les autres régions l'avaient aboli entre les années 70 et 90. Ce qui fait qu'en même temps que la pandémie, soit 86 ans après ses débuts, les derniers vestiges de ce que plusieurs appelaient la police de la coiffure prenaient fin. Notre team Madame s'inscrit dans les débuts de ce projet de loi-là, drette dans les années 30. Gertrude Perrault est née au début des années 1900. Quelques années plus tard, elle se marie, mais son mari tombe malade. Gertrude a donc pas d'autre choix que de gagner de l'argent pour nourrir la famille. Assez dire, elle voyait sa coiffeuse recevoir ses clientes dans les sous-bassements de sa résidence. Gertrude s'est dit, m'a l'inviter chez nous, puis comme ça, m'a pouvoir lui offrir de lui prêter main forte en même temps. Et c'est comme ça que la passion est née. Semblerait-il que c'était même un talent tout naturel chez elle. Une des spécialistes de la coiffure à Montréal, Mademoiselle Gauvin, professeure de coiffure, a affirmé qu'elle avait absolument rien à lui montrer. Son salon, chez Gertrude, a ouvert ses portes en 1927 au 567 rue Desforges à Trois-Rivières. Dès ses débuts, les Trifluviennes viennent la voir pour faire leur mise en pli. Puis tu sais, l'ironie de la chose, là, c'est que même si son salon porte son nom, qu'il y a des publicités dans le journal pour annoncer son salon, puis que c'est à son nom, encore une fois, à chaque fois qu'on parle d'elle dans les articles, on l'appelle par le nom de son mari. Le nom de son mari? Ah oui? C'est quoi? Ah ouais, dis-le. S'il vous plaît. Comment? Je te ramène à la bande-annonce du balado. Et pour le bien de l'expérience, aucun nom d'homme ne sera nommé dans le balado. Fait que ouais, c'est ça. Sorry, not sorry. Allez, on repart ça. Dans les pages du Nouvelliste du 30 septembre 1932, on écrit que Gertrude revenait de New York où elle était allée suivre un cours spécial sur les permanentes. C'était bien à la mode, les permanentes à cette époque-là. Puis ça me fait rire, hein, parce qu'on niaise pas avec ça. Fallait aller jusqu'aux States pour connaître la bonne température pour friser le cheveu. Puis on le disait dans le journal. C'est tellement une autre époque. Dans les années 30, le nombre de coiffeuses était genre de 2 selon notre team Madame. Mais consciente que beaucoup de talents se perdaient en Trifluvie, est allée voir le député de Trois-Rivières, puis elle lui a demandé de l'argent pour ouvrir la première école de coiffure de Trois-Rivières. Ce qui fait que dans les années 40, Gertrude Perrault devient donc la première femme professeure de coiffure à Trois-Rivières. Elle a enseigné à des femmes, mais aussi à des hommes, dont certains venaient même de Montréal pour suivre ces cours, là, c'est pour dire. Il y en a même parmi eux qui ont été, après ça, reconnus chez les vedettes et à l'international.
Pour de vrai, là, c'est pas rien dans une société comme le Québec des années 30-40 là, qu'une femme montre à des messieurs le métier de la coiffure. C'est vraiment hot. En 1935, les coiffeuses commencent à être fatiguées. Pour vrai, là, la concurrence a aucune limite. Puis elles, ils ont 2 jobs, hein? Ils sont coiffeuses. Et il y a la charge mentale et le job de femme à la maison aussi. Puis, tu sais, en plus de ça, la société est encore fatiguée à cette époque-là. La crise de 29 frappait fort. Les coiffeuses travaillent de longues heures dans des conditions pas toujours roses. C'est là qu'arrive la première mouture du syndicat de coiffeuses qui s'appelait l'Union nationale catholique des dames coiffeuses incorporée de Trois-Rivières. Au départ, les coiffeuses étaient représentées par les barbiers-coiffeurs, sauf que les dames voulaient se représenter elles-mêmes. Puis on peut comprendre, là, les réalités sont clairement différentes. Et ce premier regroupement-là de propriétaires de salons s'inscrit justement dans le projet de loi dont je vous parlais un peu plus tôt dans l'épisode. Mais comme ça s'adressait juste aux propriétaires de salons, les résultats étaient pas ben concluants. Les maîtresses coiffeuses se réorganisent donc en 1942 avec la création du Syndicat national catholique des maîtresses coiffeuses de Trois-Rivières et District et à sa tête, leur première présidente, Gertrude Perrault. L'objectif d'un regroupement comme celui-là, c'est de s'entendre sur les heures d'ouverture des salons, du travail des coiffeuses, mais aussi des prix des services offerts. L'année suivante, Gertrude est nommée au titre de vice-présidente de la Fédération des barbiers-coiffeurs de la province de Québec lors du congrès qui se tenait à Saint-Hyacinthe. Madame drette avec les messieurs. Gertrude Perrault est partout. Tellement partout là, que l'officière de l'Ordre du Canada, la grande de la musique et de la jeunesse trifluvienne, Madame Anaïs Allard-Rousseau, qualifiait Gertrude Perrault d'une pionnière dans l'association essentiellement féminine lors d'un événement organisé par les maîtresses coiffeuses. Gertrude Perrault est restée propriétaire de son salon pendant plus de 50 ans. À travers tout ça, elle a possédé aussi un salon d'esthétisme et de bain turc au même endroit. Elle a organisé des galas, a été juge dans différents événements de coiffure. Elle est même créatrice d'un produit contre la calvitie. Tiens, ça revient dans les nouvelles, ça. Cette grande de la coiffure trifluvienne est décédée en 1985 à l'âge de 84 ans. Le Nouvelliste de l'époque lui avait justement fait un bel hommage lors de son décès, titrant un article « Décès de Madame Gertrude Perrault. Une page de la coiffure est tournée. » Madame Gertrude Perrault a révolutionné le métier de coiffeuse. Elle a su faire reconnaître les coiffeuses et les coiffeurs comme des professionnels au sein du milieu des travailleurs et travailleuses du Québec. Elle est la preuve là, que lorsqu'on ouvre un peu, juste un peu notre vision, qu'on think outside the box, comme on dit, on peut retrouver de grands personnages féminins qui ont révolutionné la société. Il y en a plein partout. Faut juste changer notre regard de ce qui est digne de mention, mettons. Puis on s'aperçoit qu'elles sont là et qu'elles l'ont toujours été. La bande sonore est une composition originale de Dominique Brouillard. Le visuel du balado Team Madame est une création d'Ève Courtois, illustratrice. Dans le rôle de celui qui gosse et titreur du Nouvelliste, Marc-André Fortin. À l'idéation de Team Madame, à la recherche, à l'animation, rédaction, scénarisation, montage, moi-même, Valérie Deschamps.